Bonjour, mon nom c'est Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa et je suis en entrevue pour le média À Gauche. Comment on peut mettre en place une alternative au capitalisme sans venir tout changer brutalement? Je dirais qu'on vit à une époque à la fois inquiétante et forte et assez formidable parce que la remise en question du système capitaliste n'a jamais été aussi forte, en fait. Donc, même au sein de la population des jeunes, le fait, du côté des États-Unis notamment, qu'un nombre de plus en plus faible de jeunes croient que le système capitaliste est le meilleur système économique, c'est quelque chose qui baisse en popularité. Du côté du Québec et de la France, il faudrait voir aussi les statistiques, mais je pense que très peu de gens disent: «Parfait, c'est le meilleur système, il faut absolument défendre ce système économique basé sur la croissance infinie, sur l'exploitation de l'environnement, sur la montée des inégalités entre les gens ultra riches et le reste de la population». Donc, le fait qu'il y ait une crise de légitimité de ce système, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Ce qui est inquiétant, c'est qu'une certaine partie de la population va dire on est contre le mondialisme ou contre le Forum économique mondial, contre cette ordre mondial économique, mais ils vont plutôt quand même adhérer à des idées de droite populiste, radicale, d'extrême droite, qui vont, en quelque sorte, reprendre le même système capitaliste, mais dire on va le faire pour le peuple, pour les gens qui viennent d'ici, on va protéger vos emplois contre les immigrants. Donc, en fait, pour moi, c'est des fausses solutions, en fait, qu'on apporte aux problèmes qui sont causés par le système économique. Et là, ce que la gauche doit dire, en fait, c'est pas dire il faut réparer le système, l'améliorer, c'est pas si mal, on voit qu'on a une certaine croissance économique, on va essayer d'amener certaines réformes pour améliorer les choses. Je pense qu'il est temps pour la gauche d'avoir un discours décomplexé sur le fait qu'il faut une alternative au capitalisme. Mais là, après ça, comment on le fait, puis comment on rend ce discours-là acceptable, populaire dans la population de façon plus large? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être obsessif sur les mots. Au lieu d'utiliser le mot capitalisme, on peut dire, par exemple, un système économique basé sur la croissance à tout prix, sur les profits, au lieu d'être centré sur la satisfaction des besoins des gens ordinaires, en fait. Donc, il y a comme peut-être d'autres termes qu'on peut utiliser. Et moi, le terme que je préfère pour exprimer cette alternative au système en place, c'est la démocratie économique. En gros, la démocratie économique, c'est le fait que le système capitaliste, un système heu, qui participe à la crise écologique, qui est antidémocratique, qui est contre cette économie locale. C'est un système qui favorise les intérêts des multinationales, qui favorise les groupes ultra riches. Et ce qu'il faut, c'est démocratiser l'économie, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux gens qui travaillent, au peuple, aux communautés locales pour qu'on puisse produire des choses qui sont utiles pour la vie, qui permettent de se nourrir, se loger, se transporter, qu'on est capable peut-être de retrouver plus de souveraineté aussi au niveau économique, c'est-à-dire de capacité d'assurer nos modes de vie, de subsistance, sans devoir passer par une exploitation forcenée de ce qui se passe dans les pays du Sud. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes des choses dont on a de besoin et d'échanger avec d'autres pays pour des produits qu'on ne peut pas produire ici, mais dans une logique vraiment je dirais pas de autarcie parce qu'il ne faut pas se refermer complètement sur soi-même, c'est absolument dangereux aussi de le faire, mais sur une logique peut-être d'autonomie. Durant la pandémie notamment, ça a été ramené le thème de l'autonomie alimentaire ou la souveraineté alimentaire. On reprend le contrôle sur ça. On pourrait parler d'autonomie énergétique, on pourrait parler aussi d'autonomie technologique, en fait, de ne pas dépendre des géants du numérique, des compagnies comme Amazon, Google ou ainsi de suite. On voit actuellement avec Amazon qui ferme leur entrepôt. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas nos propres infrastructures de production de biens, de marchandises? Pourquoi est-ce qu'on dépend du cloud de Microsoft, de Google, d'Amazon? On ne se donne pas une infrastructure d'info nuagique publique. Pourquoi est-ce qu'on ne se redonne pas à nous-mêmes en tant que société les moyens de pouvoir produire ce qu'on a de besoin? Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas aussi le contrôle des institutions, des entreprises à des groupes de citoyens, des groupes de gens qui travaillent directement? Pourquoi est-ce qu'on ne participe pas d'une décentralisation, de démocratisation de l'économie par les coopératives, les entreprises d'économie sociale, les communs et en laissant une place aussi aux petites entreprises privées avec quelques employés qui peuvent bien faire la chose, mais si les entreprises deviennent trop grosses, on peut mettre des règles en disant: «Maintenant, vous devez vous conformer à tel critère et au-delà d'un certain seuil,
vous êtes obligé de devenir une société coopérative à but non lucratif ou avec un contrôle citoyen pour vraiment s'assurer que votre entreprise respecte des normes environnementales, respecte des normes de conditions de travail et soit capable vraiment de bien être ancré dans son milieu. Donc, je pense qu'en parlant d'un système post-capitaliste, post-croissance, en parlant de démocratisation de l'économie, de redonner le pouvoir aux gens, ça permet en quelque sorte de dire, en fait, il faut reprendre le contrôle sur notre économie pour le mettre au service de la population, respecter les limites environnementales aussi, parce qu'on sait qu'on ne peut pas croître à l'infini comme tel. Donc, amener des discours comme ça, qui sont de l'ordre des idées qui viennent historiquement du socialisme, communisme, décroissance et autres, mais ce sont des mots qui font peur. Pourquoi? Parce que ça a été associé historiquement à des régimes comme l'URSS, on peut penser à la Chine actuellement, la Corée du Nord ou ainsi de suite. Évidemment, il ne faut pas dire qu'il faut faire comme la Chine, comme la Corée du Nord, on ne veut pas revenir à un mode de fonctionnement comme l'URSS. Mais ça, au fond, on pourrait dire que c'était quand même des systèmes antidémocratiques, bureaucratiques, centralisateurs aussi. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut une démocratisation de l'économie, redonner le pouvoir aux gens qui travaillent, le pouvoir aux citoyens de décider ce qu'on veut faire ensemble. Et pour ce faire, puis là, il y aurait tout un programme, puis je ne pourrais pas élaborer sur ça. Il y a des réformes concrètes qu'on peut faire dans le système actuel pour aller dans cette direction-là. Donc, sans avoir non plus un discours révolutionnaire de rupture brusque avec le système en place, en disant on va exproprier toutes les grandes entreprises du jour au lendemain, on va mettre les gens ultra riches en prison, on va socialiser l'économie par une nationalisation bord en bord de tous les secteurs. Ça, c'est quelque chose, d'après moi, qui n'était entièrement pas désirable. Mais on peut dire, bon, on va imposer un revenu maximal, entre autres, pour la catégorie des personnes ultra riches. On va, par exemple, obliger certaines entreprises d'une certaine taille à devenir obligatoirement des coopératives ou avoir une forme de contrôle démocratique des gens qui travaillent dans cette entreprise. On va créer des infrastructures numériques dirigées par le public ou par des coopératives et on va, en quelque sorte, soit empêcher carrément certains géants du numérique de venir ou sinon on va leur garder une place, mais en leur mettant des contraintes de plus en plus fortes. Peut-être qu'il va faire en sorte que, comme ce que Amazon est en train de faire, quand on met des lois syndicales pour les entrepôts, ils décident de fermer boutique, d'aller ailleurs, mais peut-être qu'on met des lois plus strictes comme ça, puis à la place de reprendre le contrôle démocratique sur les infrastructures. Et après ça, se pose la question aussi, puis ça, c'est l'autre composante que je n'ai pas le temps vraiment d'élaborer, c'est qu'il faut qu'on pense aussi la question qu'il ne faut pas juste reprendre le contrôle démocratique des moyens de production, mais aussi assurer une forme de sobriété au niveau économique, numérique, technologique et autres, parce qu'on ne peut pas croître à l'infini. Si le but, c'est de faire comme la Chine, puis de dire, mais on va reprendre le contrôle de notre économie de façon dirigiste, mais on va industrialiser, moderniser davantage, euh, construire, doubler la production d'électricité par des centrales hydroélectriques partout, puis on va harnacher des rivières, puis encore confisquer d'autres territoires aux peuples autochtones, parce qu'on a besoin de plus d'énergie, plus de croissance, plus d'extraction de minéraux, et ainsi de suite. On sait qu'il y a une frontière, il y a une limite au niveau des écosystèmes. Donc, il faut qu'on pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on priorise ensemble? Qu'est-ce qu'on a besoin de produire pour vivre heureux? Et peut-être de l'ordre du superflu qu'on pourrait enlever? Et comment est-ce qu'on permet de produire en priorité en fonction des besoins de la société? Donc ça pose une autre question qui est essentielle, mais qui est très complexe, c'est la planification démocratique de notre économie. C'est-à-dire la priorisation collective des usages de ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut faire en bout de ligne. Si, par exemple, pour donner peut-être un petit cas concret pour ça, pour conclure, si on dit qu'il faut électrifier les transports, mais un choix de société qui pourrait être fait, qui serait complètement différent de ce qui a été fait avec le cas du gouvernement de la CAQ et de notre ancien ministre de l'Énergie, de l'Économie, Fitzgibbon, au lieu de dire, ben, quelques dirigeants ici de cette élite économique, politique décident de donner un contrat à Northvolt pour que ce soit une entreprise étrangère qui vienne produire des batteries pour des automobiles qui vont être principalement exportées ailleurs, qu'on veut mettre presque 1 milliard pour cette entreprise ici, alors que c'est une start-up qui est en difficulté financière, on le sait, qui va peut-être faire faillite dans la prochaine année. Faut encore voir ce qui se passe. Au lieu que ça soit pris derrière des portes closes,
puis que le terrain qui soit utilisé pour ça, ça soit un terrain d'un milliardaire qui s'appelle Luc Poirier, qui avait acheté le terrain pour 10 fois moins cher il y a quelques années, qui a revendu pour 240 millions, puis que ça soit fait un peu comme ça avec des réseaux de contacts entre cette oligarchie, au lieu que ce soit ces gens-là qui décident qu'est-ce qu'on veut faire avec une usine. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un genre de comité citoyen tiré au sort avec plusieurs experts en économie écologique, en transition énergétique ou ainsi de suite? On fait des consultations publiques en disant, OK, on a peut-être besoin quand même de produire des batteries pour le système de transport. Est-ce qu'on va privilégier les transports en commun, les voitures électriques? Est-ce qu'on se crée une forme d'industrie de l'automobile du Québec, peut-être, avec une marque de voiture? Au lieu d'en construire des gros VUS, on pourrait produire des petites automobiles qui seraient énergétiquement intéressantes avec nos ressources locales. Est-ce qu'on produit ce genre de choses-là, puis on va construire une usine, puis avant de construire l'usine, on va s'entendre sur l'endroit où on va le produire, où on va créer les emplois, puis que ça soit un choix de la société, en fait, qu'on décide de produire des piles électriques, on décide de l'endroit et on le fait par la suite avec une forme de démocratisation de l'économie, justement. Et là, ce qui se passe dans notre système, en fait, c'est que les gens qui décident des grands investissements de notre économie, ça se fait soit dans le secteur privé, extérieur à toute forme de contrôle démocratique, ou ça se fait derrière les portes closes de certains ministères, de certains trucs qui n'écoutent pas la population, qui font juste être dans leur réseau de contact entre hommes d'affaires. Et c'est ces gens-là qui décident pour notre avenir. Et la démocratisation de l'économie, c'est de dire on va arrêter de faire ces grands investissements publics de milliards et de milliards alors que la population n'est pas consultée. On doit faire un débat de société sur ce qu'on veut comme économie. Si on veut une économie verte, une économie plus sobre ou ainsi de suite, si on veut construire des nouvelles centrales, c'est pourquoi, ça va être où, c'est comment, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'il faut réduire davantage notre consommation d'énergie en amont, qu'est-ce qu'on fait? Ce genre de choses-là doivent être discutées dans la population de façon beaucoup plus large. Donc, ça serait ça, en fait, pour moi, la démocratisation de l'économie. Au lieu que ça soit une oligarchie, une minorité de personnes qui décident qu'est-ce qu'on fait de l'économie, qui ait tout le contrôle des grandes entreprises, des grands leviers d'investissement, il faudrait redonner ce contrôle démocratique des leviers d'investissement, de la gestion des entreprises, aux gens directement concernés, que ce soit les gens qui travaillent dans les entreprises, les communautés dans leur ensemble, les différentes régions, et que ce soit le peuple, la société qui décide de ce qu'elle veut faire de sa propre économie.